Alors, Anne Trombini, bonjour. Vous êtes directrice chez Pour une agriculture du vivant et vous, ensemble, on va débattre du thème quel nouveau modèle économique pour accélérer la transition. Alors, on a vu que tout au long de la table ronde précédente a été soulignée la nécessité précisément de trouver les bons modèles économiques à l'échelle globale et révéler aussi certains antagonismes entre label, pas label, passage à l'échelle, etc. Vous, justement, vous vous attachez à repenser le modèle économique et environnemental, dont vous regrettez que ce soit un sujet trop rarement abordé lors de ce genre de conférences. Donc, j'imagine que vous êtes satisfaite qu'on en parle ce matin. Expliquez-nous comment vous y prenez pour ce faire. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est que Agriculture pour le vivant ? Bonjour à tous, merci beaucoup. En effet, donc, le sujet économique il est majeur, on l'a vu. Donc, Pour une agriculture du vivant, c'est une association constituée en mouvement il y a 5 ans et demi, à l'origine de une petite poignée d'acteurs agroalimentaires et d'agronomes qui faisaient le constat partagé que le modèle était à bout de souffle. Ça, tout le monde est d'accord, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais surtout, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il était à bout de souffle parce que, en fait, on avait construit un modèle agricole qui avait oublié son lien avec le vivant et avec l'agriculture. Parce que tout simplement, on a une agriculture qui obéit à des injonctions de tout un écosystème autour, de filières, écosystèmes socio-techniques et financiers, avec des injonctions le plus souvent contradictoires et qui font que les agriculteurs, derrière, du coup, vont subir et justement ont du mal à pouvoir se projeter sur une vision et un modèle économique viable. Et donc tout le pari de cette association, c'est de réunir, donc à date, on a une centaine d'entreprises qui sont adhérentes, un peu plus d'1 millier d'agriculteurs qui vont travailler ensemble à construire les conditions de la transformation du modèle agricole et alimentaire. Et il faut être très clair, on ne parle pas de transition, mais de transformation, pour trouver les ressorts de ce changement de modèle. Qu'est-ce que c'est comme genre d'entreprise quand vous dites une centaine d'entreprises ? Alors, on a des entreprises donc agroalimentaires. On a entendu Danone tout à l'heure en fait partie. On a des petites, on a des grosses. Il y a des acteurs financiers, on a des banques, on a des assurances, on a des coopératives et des négoces qui sont évidemment très très importantes parce que quand on va parler de passage à l'échelle, on a besoin de ces acteurs intermédiaires qui peuvent faire la massification. Et en fait, tous font le constat qui a été déjà partagé, c'est que ce soit la bio ou l'agriculture régénératrice, aujourd'hui, on a engagé des pionniers. Alors en réalité, on ne les a pas engagés. Ils se sont engagés tout seuls puisque ce sont des pionniers, c'est des gens convaincus qui ont choisi la voie de la démarche de progrès. Et maintenant, il y a tout le reste à faire bouger et que malgré tous les engagements, les annonces qu'on peut entendre sur le sujet de grandes entreprises, la réalité c'est que tout le monde est bloqué dans l'embarquement des agriculteurs. Donc il faut changer de façon de faire et pour ça il faut remettre l'agriculteur au centre et on va repartir des modèles qu'on peut voir à l'échelle des fermes. Le modèle de Perrine est très intéressant, c'est coopération à l'échelle des fermes et le travail de notre association c'est de se dire comment on peut imaginer un autre modèle à grande échelle, à une échelle nationale, inspiré de ces fonctionnements coopératifs, de coopération, de coalition. Nous, on est très attachés au mot coalition qui fonctionne, parce que derrière le mot coalition, il y a la définition d'un projet commun. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque en France, et dans le monde, mais en particulier en France, il n'y a pas de projet commun. On a des entreprises qui font des communications, on a des politiques publiques qui prônent plutôt un statu quo, et in fine, les agriculteurs, ils sont perdus. Justement, j'allais vous poser la question, quid dans cet aéropage que vous avez décrit, du gouvernement, des syndicats agricoles divers et variés. Est-ce qu'ils font partie, enfin le gouvernement j'imagine que non, d'agriculture pour une agriculture du vivant, ou est-ce que vous travaillez en tout cas avec eux en bonne intelligence ? Alors, on a fait le choix dès le début de commencer avec les acteurs économiques, parce que le sujet, c'est vraiment quel modèle économique pour financer la transition. Donc, si on veut faire bouger les choses, on va commencer par le marché, parce que c'est là qu'il y a aujourd'hui un intérêt. Il y a des enjeux d'abord de sécurisation des approvisionnements. C'est ça le levier numéro 1 aujourd'hui qui engage les acteurs dans ces transitions. Et ensuite, en montrant, et aujourd'hui on est arrivé dans cette phase-là, où avec une centaine d'entreprises et plein de jolis logos, vous pouvez les voir sur notre site internet, les autres acteurs commencent à se dire, il se passe quelque chose. Donc aujourd'hui, les syndicats agricoles suivent de très près ce qu'on fait. Là aujourd'hui, ils sont partie prenante d'un énorme dossier collaboratif qu'on a déposé ce matin. Et ils sont très à l'écoute et intéressés pour contribuer activement à ces réflexions. Maintenant, il reste l'État, au niveau national, qui, lui, ne bouge pas du tout. En tout cas, ça dépend qui.
On a des échos très forts dans des équipes type planification écologique qui voient bien qu'il faut changer de méthode. Après, les ministères, c'est plus compliqué. Et surtout, nous, on va essayer d'aller chercher au niveau local, régional. On a des acteurs dans des agences de l'eau aujourd'hui qui comprennent très très bien le sujet et qui sont prêts à coopérer pour essayer de construire un autre modèle économique. Je ne me souviens pas si vous l'avez mentionné, mais en fait, vous êtes une association relativement jeune. Est-ce que vous pouvez, création 2018, ouais. Voilà. Quelles sont les grandes étapes ou les faits marquants depuis votre création et quelles sont les premières réalisations en fait, concrètes que vous avez Oui, tout à fait. Il y a eu 3-4 étapes, je dirais. La première, qui est toujours la plus importante, c'est la formation. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, un acheteur dans une entreprise agroalimentaire, il ne sait pas comment une ferme fonctionne. Donc, quand on lui parle d'engager... Un acheteur, c'est ça ? Un acheteur, ouais, quelqu'un qui négocie l'achat des matières premières. Et il n'est pas tout seul, on ne lui jette pas la pierre. Hein. C'est juste que, et y compris dans les écoles, il y a tout un travail à faire de comprendre ce qu'est une ferme, comprendre ce qu'est le vivant, pour derrière mettre en place les bons contrats. Et donc à partir du moment où ça, ce n'est pas fait, le reste, on n'en parle pas. Donc ça, c'est la première étape. Mais vous avez mis en place des formations ? On forme, alors nous, mais d'autres, on va s'appuyer sur la force de Pour une agriculture du vivant, c'est le réseau. On a identifié, et on continue en permanence d'identifier en France les acteurs qui font. Donc les agriculteurs, c'est les premiers évidemment qu'on va mobiliser dans les formations, les techniciens, les experts, et c'est ces gens-là qu'on va mobiliser dans ces formations pour que ce soit sur le terrain. Ça, c'était la première étape. Première étape. Deuxième étape, c'est les outils. On a parlé outils de mesure précédemment, Cécile en a parlé. Là-dessus, nous, on a une vision complètement décalée, je dirais, par rapport au reste des acteurs. C'est que si on veut convaincre un agriculteur et l'embarquer, il faut des outils qui lui parlent. Et il faut des outils simples. Et il faut des outils gratuits. Donc, à partir du moment où ces 3 conditions ne sont pas remplies, on se fait plaisir. On remplit des tableaux Excel de reporting pour tout un tas de gens bien intentionnés, mais on n'impacte pas. Et c'est ce qui se passe dans les entreprises, qu'on voit sur le terrain. On lance des gros projets agriculture régénératrice, on a 5 agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne parle pas de leur métier et il faut des outils qui servent à ça. Typiquement, les outils label bas carbone, c'est très coûteux, c'est très long, c'est très pénible et en plus, on prend un risque en se projetant sur un avenir incertain. Mais ça veut dire que vous avez développé des outils alternatifs à... Donc nous, on a développé un outil pour les agriculteurs qui s'appelle l'indice de régénération, qui lui permet en 2-3 heures de faire l'état des lieux de sa ferme, savoir quels sont ses axes de progrès et pouvoir commencer à réfléchir. Et toute la valeur ajoutée de cet outil, c'est qu'on l'a construit de manière à ce qu'il soit reconnu par la science et qu'il permette d'aller corréler ensuite des indicateurs d'impact scientifiquement prouvés pour alimenter le reporting et les tableaux de bord Excel. Mais c'est dans cet ordre-là qu'on va prendre les choses si on veut avoir des résultats. Mais qui sont les agriculteurs qui utilisent en fait ces outils ? Est-ce que vous allez les chercher ? Est-ce qu'ils viennent vous trouver ? C'est les deux. On a donc un réseau d'1 millier d'agriculteurs qui sont autonomes, ils ont souhaité adhérer, qui utilisent l'outil. Et après, c'est dans le cadre des travaux que l'on mène avec les adhérents, donc les entreprises, qu'on va proposer des démarches. Et au fur et à mesure, notamment via les coopératives, on forme leurs équipes techniques pour que ce soit elles qui déploient. Donc on va s'appuyer sur ces leviers de massification pour déployer. Exactement. Donc on en est au deuxième point, formation. Le troisième, c'est le modèle économique. On en parlait. L'objectif, c'était de comprendre, dans un premier temps, combien ça coûte et qu'est-ce qu'on risque. Et je vais insister là-dessus. Le plus gros sujet, c'est le risque, c'est pas les coûts. Que ce soit en bio, pas en bio, peu importe. Tous ces sujets de transition, notamment c'est le rendement qui va être impacté, on en a parlé un peu. La vision idyllique de la transition qui maintient les rendements, ça va marcher chez 5% des agriculteurs. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est les meilleurs. Il ne faut pas se voiler la face. Le changement climatique vient impacter le truc. Aujourd'hui, nous, dans toutes les modélisations, on planifie des baisses de rendement. Et donc c'est là, en fait, tout le nerf de la guerre, c'est déjà d'avoir des chiffres. Donc il faut faire des études, donc c'est ce qu'on fait. Donc on peut prouver, on peut porter des éléments qui nous permettent ensuite de travailler sur comment on peut réduire ces surcoûts ou ces risques collectivement, d'un point de vue technique, et surtout stratégiquement en termes de planification amont-aval entre les acteurs, qui veut quoi, qui contribue à quoi et comment on partage ce risque. Et donc ça m'amène au 4e point, qui est la mise en place d'organisations, de coalitions territoriales innovantes. Et typiquement des territoires, donc là on a déposé un dossier ce matin, j'en parlais, on a 7 territoires pilotes autour de coopératives
et notamment les Hauts-de-France, qui est pour nous le territoire le plus mature, où les acteurs aujourd'hui sont tous à 100% alignés sur le fait de travailler en coalition. Ça veut dire quoi ? Qu'ils ont tous des agriculteurs en commun, parce qu'un agriculteur, il vend à 10 clients en moyenne. Et donc, si on veut le faire bouger, l'agriculteur, si on est 10 à lui tenir le même discours, avoir les mêmes outils, et qu'on s'est mis d'accord sur qui allait payer, ça va beaucoup mieux instantanément. Et surtout, pour ces acteurs-là, ça va coûter moins cher, il y a aussi moins de risques d'échec, et on mutualise au maximum. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà faites, en fait. Vous avez Cette dernière partie coalition, elle est en cours. En cours. On a des très bonnes perspectives dans la mesure où les acteurs aujourd'hui vraiment sont en train de rejoindre cette coalition, notamment les Hauts-de-France. Et surtout, ce qui, moi, me donne énormément d'espoir pour l'avenir, c'est qu'on arrive à mobiliser des acteurs publics qui veulent aussi participer à cette démarche. Par exemple ? Une agence de l'eau du nord de la France qui a compris que... mais alors, c'est toujours pareil, c'est des hommes, hein, c'est pas des institutions. Des personnes qui ont compris que le saupoudrage de subventions... Des hommes et des femmes. Je ne suis pas hyper féministe, je suis désolée. Des hommes et des femmes. Mais qui ont compris que le saupoudrage de subventions qui est classiquement fait en totale décorrélation de ce que veut le marché, ça ne fonctionne pas. Et que si on arrive à créer un modèle où justement, à partir de contrats filières, on va adosser des subventions complémentaires, pour des raisons différentes, l'idée n'est pas de pallier au modèle économique des filières agroalimentaires, il faut bien qu'elles investissent elles-mêmes, mais de venir rajouter, par exemple dans des territoires, on parlait d'export tout à l'heure, où la réalité aujourd'hui en 2023, c'est qu'on exporte massivement du blé, et on n'est pas prêt d'avoir une prime filière sur de l'export, donc là, on va avoir une subvention publique qui va peut-être venir conforter le modèle qui est mis en place sur les autres cultures. Ce qui veut dire réorienter la PAC. C'est un sujet qui a été évoqué. Alors justement, le projet de ce pilote qu'on a avec cette agence de l'eau, c'est un PSE, donc un paiement pour service environnemental. Et les PSE sont des dispositifs expérimentaux pour venir alimenter les réflexions sur les prochaines PAC. Donc l'objectif de ce pilote, c'est de démontrer que ça marche et on l'espère un jour de faire évoluer la PAC, qui est quand même le premier financement de l'agriculture. Merci beaucoup pour cette présentation. On va peut-être voir s'il y aurait quelques questions dans la salle. Toujours vous, mais pas de problème. Allons-y. C'est encore moi parce que ce sont des questions qui me passionnent depuis un certain temps. Et donc bravo pour ce que vous faites. Enfin, il me semble, Merci. je ne connaissais pas. Mais il me semble que vous êtes vraiment dans le vrai. C'est gentil. Est-ce que, petite question, pour les formations des agriculteurs, vous vous inspireriez de ce que fait Vers de Terre Production ? On travaille avec Vers de Terre Production, ils font partie de nos fondateurs. Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer un peu ce que fait Vers de Terre Production ? Donc, Vers de Terre Production, c'est une structure qui est un petit peu plus ancienne que nous et qui a voulu, qui a d'ailleurs mis en place un principe fondateur sur ces sujets agricoles qui est l'open source et qu'on a aussi dans notre ADN puisque tout ce que l'on fait est open source. C'est fondamental, il faut massifier, donc il faut que ce soit gratuit, il faut que ce soit open source. Et eux, sur le sujet de la formation, avec notamment une chaîne YouTube qui a un nombre de vues assez hallucinant, où ils filment des agriculteurs qui expliquent comment ils ont fait. Et ça sert à d'autres agriculteurs pour les motiver, pour savoir, pour avoir des idées, etc. Et donc en plus, ils sont organismes de formation. Mais Vers de Terre Production a clairement un rôle d'intérêt général aujourd'hui. Et malheureusement, on a un peu le même sujet. Ce type de combat que l'on mène, parce que ça reste des combats, sont aussi difficilement financés par l'argent public, alors qu'on est clairement sur des missions d'intérêt général. Merci. Pas d'autres questions. Moi, j'en avais une dernière pour vous, sans vouloir polémiquer. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'on a entendu lors de la table ronde précédente, régénératif versus le bio, des grandes exploitations versus des petites exploitations? Comment vous positionnez-vous dans votre volonté justement de rassembler? Alors tout à fait, nous on a une volonté complètement intégratrice, c'est qu'on a une vision très claire, et je crois que Perrine l'avait très bien dit aussi, c'est qu'il y a des démarches de progrès. L'objectif, c'est aujourd'hui de viser l'autonomie, la fertilité, la résilience. Donc, quand on veut aller chercher ça, il faut réduire les phytos, il faut produire de la diversité et il faut stocker du carbone. Donc, on va retrouver un peu d'éléments de l'agriculture régénératrice, un peu d'éléments du bio. Peu importe finalement comment on va l'appeler, parce que ce qui compte, c'est la stratégie que l'agriculteur choisit. Et un agriculteur, au quotidien, il fait des compromis.
entre les injonctions qu'il va recevoir, entre la typologie de sa ferme, etc. Par exemple, une ferme en Sologne, les sols, c'est que du sable, très compliqué d'être en bio, par exemple. Donc ce qui compte, c'est d'emmener ces agriculteurs dans cette démarche de progrès et de lui laisser ses choix techniques. Mais clairement, la cible, ça va être en effet vers l'agriculture biologique en tant que zéro phyto, parce qu'on sait que c'est un élément déterminant de l'autonomie, de la fertilité, de la résilience. Mais après, où on va mettre le curseur entre ça et cette ambition finale que tous les agriculteurs n'auront pas, peu importe. Ce qu'il faut, c'est accompagner et sécuriser au maximum. Très bien, écoutez, merci beaucoup Anne Trombini. Je pense qu'on pouvait l'applaudir. Merci beaucoup.